Allons-y. Très bien, bonjour à tous. Merci de votre participation ce matin. On a eu quelques désistements en dernière minute, ce qui est assez fréquent avec les webinaires. Pour votre information, ce webinaire va être enregistré pour qu'il puisse être revu en replay et vous aurez accès au support pour pouvoir le télécharger et puis regarder ça tranquillement. De votre côté par la suite, on va parler aujourd'hui de e-santé et d'assurance. La e-santé qui est le sujet qui gravite énormément sur le marché en ce moment. On en entend parler un peu à tout bout de champ et pour plein de raisons et pas forcément toujours les bonnes. On va essayer de décrypter ça aujourd'hui dans ce premier webinaire sur la e-santé. Pourquoi premier? Parce que vu l'intérêt suscité sur le marché et par le nombre d'acteurs qui gravitent sur ce marché, il est probable que ça donne lieu à un cycle de webinaires avec un certain nombre d'acteurs, soit experts du secteur, soit start-up, soit acteurs assureurs qui se posent des questions sur ce secteur. Alors aujourd'hui, on va parler donc de e-santé et d'assurance. E-santé qui est, on va essayer de décrypter un petit peu ce que c'est que la e-santé. On va parler de quelques démarches qui gravitent dans le monde et puis on va essayer de se poser la question de quelle est la bonne stratégie pour se lancer sur une démarche e-santé pour un assureur, que ce soit un assureur santé ou un assureur de manière plus générale qui souhaiterait également se lancer sur ce secteur. Je suis accompagné aujourd'hui par Julien Mouchet, qui est fondateur de Cap Covers, dont vous avez sûrement entendu parler, qui est ici présent. Et pour ma part, je suis Bonjour à Paul tous. Bassani, fondateur de Ginby, cabinet de conseil dédié à l'innovation en assurance. Julien, peut-être tu veux te présenter et dire quelques mots sur toi? Oui, avec plaisir. Donc, je suis cofondateur effectivement de l'entreprise Cap Covers, qui est une startup qui évoluait dans l'environnement de l'accès à la santé, en incluant l'assurance dans des services de e-santé. Je disais qui était, parce qu'effectivement, la proposition de valeur a été très forte, a très bien fonctionné. Les produits ont connu une très forte croissance. Et la question, effectivement, c'est qu'il y a eu une question d'indélicatesse de la part d'un des associés qui a fait qu'il a été nécessaire d'apporter l'activité à notre groupe de manière à poursuivre, en fait, à pérenniser tout ça. Donc, l'entreprise Cap est finie, Covers continue à croître et la proposition de valeur de la santé est au cœur maintenant des débats, absolument. Très bien, merci. On n'est pas beaucoup, hein, donc vous pouvez, sentez-vous libre de nous interrompre pour poser vos questions au fil de l'eau si vous le souhaitez. Je commence, ça va prendre la forme d'une introduction peut-être un petit peu longue, je vais essayer de faire vite, mais vous aurez le support, donc comme ça vous pourrez lire tranquillement tout ce qui gravite autour de quelques définitions de la e-santé. Et puis on profitera de la présence de Julien plutôt pour échanger sur la partie stratégique qui est un peu plus tard dans le webinaire. Donc quelques définitions autour de ce sujet. Ah, je vois que quelqu'un se connecte avec un téléphone. Voilà. Hop. Donc, quelques définitions pour démarrer. On a de nombreux termes qui gravitent autour de cette thématique de e-santé. C'est un sujet qui est assez large. Euh, Quand vous regardez un petit peu ce qui se passe en ligne et ce qui se dit en ligne sur ce sujet-là, on entend parler de e-santé comme étant un terme fourre-tout qui regroupe pas mal de sujets et pas mal de thématiques. Et c'est un ensemble de termes, mais qui permettent pas forcément d'appréhender et de comprendre le sujet. Et c'est surtout un thème qui paraît illisible et qui a des contours assez flous. Alors progressivement, chacun tente de mettre sa propre définition, mais en tout cas, sur le papier, la définition, définir ce que c'est que la e-santé, c'est pas si évident que ça. Alors, en toute modestie, on va tenter de donner une première définition pour essayer d'y voir plus clair. La télémédecine, la e-santé, pardon, fait référence en France, en tout cas, à une orientation autour de la notion de télémédecine.
Donc, c'est lié à un texte qui date maintenant de 2009, qui est relié donc à la notion de télémédecine, et notamment l'ouvrage de référence de Pierre Simon, hein, qui est toujours un médecin et qui est spécialiste de ces enjeux-là. Le texte de 2009 faisait référence à 5 grandes thématiques, 5 actes médicaux qui sont reconnus, donc qui sont affichés ici en bas à gauche: la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance médicale, la téléassistance médicale, et puis une notion qui est un peu floue, qui est une notion de réponse médicale apportée dans le cadre de la régulation médicale. Donc là, on commence à être dans des thématiques assez floues réglementaires. Mais en tout cas, voilà, on a un cadre juridique en France qui est celui-ci, et donc qui est ouvert autour de 3 grands thèmes euh, qui montrent que la télémédecine, elle ne se restreint pas uniquement à la notion de médecine. On a des outils et des services également. Donc, quand vous voyez ce schéma, qui est un schéma qui a été repris dans le texte de 2009 d'ailleurs, on a des services commerciaux de la santé, on a des outils supports autour de la santé, et on a des pratiques des professions réglementées en santé qui peuvent rentrer comme étant une définition globale, ou en tout cas au-delà d'une définition, une sorte de cadrage de cette notion de e-santé. Au-delà de tout ça, on a en fait 2 cadres légaux distincts. On a un premier cadre légal qui concerne la notion de l'acte de télémédecine en tant que tel. Qu'est-ce que c'est qu'un acte de télémédecine et qu'est-ce qui fait que cet acte va être légal d'un point de vue juridique, qui va être autorisé en termes de pratique. Et d'autre part, on va avoir une notion de prise en compte de cet acte par l'assurance maladie. Et là, on est plutôt sur une notion de financement de cet acte. Et effectivement, quand on parle de e-santé, on parle avant tout de la santé. Et on parle avant tout de cette notion médicale, et tout l'enjeu étant de faire la jointure entre un périmètre qui est propre à une pratique de soins et une notion qui va être plus spécifique sur la prise en compte financière de ces soins. Et c'est là tout le débat traditionnel de l'assurance santé et des liens entre l'assurance santé et la pratique de la santé et de la médecine en France notamment. Le cadre international est légèrement différent, mais en tout cas, c'est ce qui se passe pour la France. Sur le cadre international, justement, on a une définition de la e-santé selon l'OMS, qui date d'une dizaine d'années maintenant. Ce sont tous les services du numérique au service du bien-être de la personne. Donc, on peut voir déjà qu'on est sur un périmètre qui est quand même nettement plus large, parce que service du numérique, on parle déjà de services plutôt que de santé de la personne. On va parler de services, notamment au service d'une personne. On va parler de bien-être. Et donc, on ne parle plus de uniquement soigner une maladie ou une pathologie, mais on parle bien de garantir le bien-être d'un individu. Donc, on déplace le champ depuis l'acte médical vers une notion de prise en charge plus globale. Et puis, on notera qu'on s'intéresse à une personne et pas à un patient. C'est-à-dire que selon l'OMS, la e-santé, ça s'adresse à tout le monde et pas uniquement aux personnes qui peuvent être déclarées comme malades ou qui peuvent être des patients pour une pathologie en particulier. En revanche, on n'est pas sur une seule définition, ça c'est la définition de l'OMS, mais en tout cas, on a un ensemble, une multitude de définitions au niveau international. Une étude du Journal of Medical Internet Research a identifié pas loin de 51 définitions. Alors ça, le chiffre date d'il y a quelques années maintenant, mais je ne doute pas qu'il ait explosé depuis, parce qu'on a on a quasiment autant de définitions que de groupes. Pour autant, on a dans toutes ces définitions, on a 2 choses qui sont des constantes. On a d'une part une notion d'écosystème, c'est-à-dire qu'on va rassembler un certain nombre de pratiques, de services, d'outils. Et je suis vigilant sur les termes ici parce que potentiellement on pourra en avoir d'autres. Et puis dans cet écosystème, on a un ensemble d'interconnexions entre des professionnels de santé, des individus et puis des patients ou des assureurs, notamment des financeurs, on va dire plus largement. Et oui, je suis d'accord, je vois le commentaire de Thibaut, je suis d'accord avec toi Thibaut, le terme est galvaudé et confondu principalement par les professionnels de santé eux-mêmes avec la e-médecine. Effectivement, on est sur... en gros, chacun veut voir midi à sa porte et considérer que sa propre activité peut être digitalisée. Et donc, ça donne lieu à pas mal de termes. Ce qui nous intéresse ici, c'est pas tant qui a raison, mais plutôt qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça et comment on va pouvoir s'approprier tout ça.
Dans cet ensemble de définitions, on estimait qu'il y avait un besoin de cadrage. On a des définitions qui sont très hétérogènes, qui ont des réalités similaires mais avec des mots différents. Et puis, on retrouve parfois des réalités différentes sous les mêmes terminologies. Donc, en fait, on dit parfois tous la même chose sans forcément utiliser les mêmes termes, ce qui est un peu dommage. Et l'idée, c'est quand même de pouvoir parler le même langage. On a quelques périmètres non couverts dans la définition de l'OMS. On a des questions d'outils qui sont peu abordées. On a des questions de services additionnels qui sont peu abordées. Et puis, on a surtout un impact sur l'assurance santé qui est très peu traité. Et la e-santé est souvent uniquement vue du point de vue médical et pas assez du point de vue de ceux qui payent. Et en l'occurrence, que ce soit à l'international, dans d'autres pays ou en France, la question du financeur et donc de la sécurité sociale ou de l'assureur complémentaire sont essentielles. On a une question cette question du qui paye, qui finance, à quel moment on finance et qu'est-ce qu'on promeut, qu'est-ce qu'on met en avant. C'est un vrai sujet qui est insuffisamment mis en avant. Donc pour juste conclure ce besoin de cadrage, on a un périmètre de e-santé qui n'est pas évident à cerner. On va cependant distinguer ce qui va se référer à la santé ou au bien-être de l'individu, donc c'est le cœur initial de la e-santé, ce qui se réfère à la pratique de la médecine et ce qui se réfère au rôle de l'assureur. Donc on va essayer de distinguer un peu tout ça. On a les deux premiers qui font référence à la notion de risque sous-jacent, et pour tout le reste, pour tout ce qui est lié à la notion de l'assureur, on va avoir besoin de cadrer tout ça et de préciser et de voir comment on se forge une opinion et comment on construit une stratégie par rapport à tout ça, comment on définit des priorités, des objectifs et identifier qui est concerné et par quoi. On a essayé de distinguer et de retenir, de regarder ce qui était au-delà des 5 thématiques identifiées en 2009 dans le décret sur la télémédecine. On a essayé d'identifier ce qui étaient les 8 thématiques à retenir pour la e-santé, pour un assureur. Donc, dans ces 8 thématiques, on a une première thématique qui gravite autour de la notion de téléconseil et de téléconsultation. Alors, la téléconsultation, elle est bien connue aujourd'hui. Elle a explosé il y a 2 ans. On est passé, l'ordre de grandeur, c'était de 10 000 consultations par jour à plus d'1 million par jour au moment du démarrage de la pandémie. Donc, cette notion de téléconsultation, elle est devenue aujourd'hui presque une commodité, on va dire, pour les assureurs et pour les patients que nous sommes au quotidien. Mais il y a aussi une notion de téléconseil qui peut être une demande d'avis ou de conseils et de questions, par exemple, pour lequel on a un vrai intérêt aujourd'hui à exploiter les technologies digitales pour apporter un conseil médical pertinent qui va, et sans vouloir taper méchamment sur Doctissimo, mais qui va sur une réponse plus fiable que peut l'être un Doctissimo, par exemple. Deuxième grande thématique, une notion de téléexpertise. La téléexpertise, c'est globalement tout ce qui gravite sur les échanges entre praticiens pour un deuxième avis notamment. Et là, on est sur un périmètre qui est un peu plus B2B, mais entre professionnels de santé. Le premier étant plus du B2C vers le client slash patient slash assuré slash adhérent. Chacun utilise son propre vocabulaire, mais je pense qu'on est d'accord sur l'idée. Donc la téléexpertise étant plutôt du B2B entre professionnels de santé pour partager des pratiques et partager des compétences et des connaissances. Troisième sujet, troisième opportunité pour le monde de l'assurance, la notion de télésurveillance médicale. Dans cette télésurveillance médicale, c'est notamment tout ce qui gravite autour du suivi à distance de l'état de santé des patients. Et je fais référence ici notamment aux objets connectés, parce que c'est aujourd'hui ces objets qui vont permettre d'ouvrir la porte à ce suivi médical, et notamment à travers une connectivité renforcée, et je pense ici à la 5G, qui va ouvrir la possibilité technologique de mettre en place cette télésurveillance. Quatrième sujet d'opportunité pour les assureurs, pardon, la souris qui fait des siennes. Quatrième sujet d'opportunité pour le périmètre de l'assurance, la notion de télésanté. La télésanté, c'est tout ce qui permet l'accès à distance à toute l'information sur la santé, que ce soit pour le patient assuré ou pour le professionnel de santé. Donc, c'est vraiment un accès à distance qui va permettre de pouvoir consulter et de faire du suivi à distance et de pouvoir éventuellement détecter
des éléments qui arriveraient à notre patient à distance. Le cinquième sujet, qui est un sujet qui est dans le cœur de l'actualité actuellement, c'est la notion du dossier médical numérique. Vous avez sûrement entendu parler depuis quelques jours, quelques semaines, fin janvier notamment, l'espace santé, l'espace numérique santé, a été lancé par le gouvernement, qui faisait suite à la notion du DMP, donc du dossier médical des patients. Le dossier médical numérique, qui est un lieu pour tracer et conserver toutes les informations liées à l'état de santé d'un patient. L'idée ici, dans ce dossier médical, c'est bien de pouvoir tracer l'historique d'un individu et de pouvoir partager ça facilement avec toute personne concernée, que ce soit un médecin, donc un professionnel de santé, ou éventuellement avec d'autres tiers à identifier évidemment, et on perçoit bien que derrière, on a une problématique de données de santé, on y reviendra, et de confidentialité de ces données. Sujet très large pour compléter sur tout ce qui gravite autour des services complémentaires. Et là, on a un ensemble de services additionnels qui peuvent être utilisés. C'est volontairement très flou parce que dans cette gamme de services, on peut trouver énormément de choses qui vont du contrôle de la qualité de l'air jusqu'à du suivi ou de l'accompagnement ou du coaching. On peut avoir une diversité de choses qui sont très larges, mais qui gravitent toutes dans une question de service. Au-delà de ces services, on va avoir des notions d'outils complémentaires et tout ce qui concerne les nouvelles technologies qui vont être appliquées au monde de la santé, donc notamment sur de la prise de rendez-vous, des outils de back-office ou des outils de self-care qui vont pouvoir faciliter la vie au quotidien. Et dernière thématique d'opportunité pour le périmètre de l'assurance, une notion de prévention. Alors c'est très galvaudé de parler de prévention, parce qu'en fait, tout le monde essaye d'en faire, mais c'est pas forcément si clair de savoir, d'une part, de savoir si c'est réellement pertinent d'un point de vue économique, mais surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir des risques. Il n'empêche que c'est un vrai sujet qui occupe les esprits et sur lequel il y a des actions à mener, qui peuvent être menées, qui peuvent être testées sur le marché. Toutes ces 8 opportunités, elles ne doivent pas faire oublier qu'au milieu, on a un client et on s'adresse à un client en particulier. Et que, alors j'utilise le terme ici de client, mais on peut évidemment parler de client, de patient, d'assuré, encore une fois, chacun son vocabulaire, mais on perçoit bien que derrière, on a un individu et que tout ça vient s'appliquer à un individu en particulier. Je vous ai indiqué, ou citoyen, merci, merci Thibaut pour la précision, tu as raison, on peut même être un peu plus large. Je vous ai cité quelques exemples, quelques retours d'expérience dans le monde. Je n'ai pas forcément pris les plus récents, mais ce que je voulais vous montrer ici, et je vous laisserai les découvrir peut-être en les lisant dans le support quand je vous le partagerai. On a aujourd'hui dans le monde un foisonnement d'initiatives. Je vous en ai mis 3 pages ici, mais juste pour vous montrer qu'il se passe des choses dans tous les pays. Donc Suède, on a de la notion de consultation vidéo, on a des choses qui se passent en Chine autour de Ping'an notamment, avec le One Minute Consultation, le One Hour Drug Delivery, qui ouvre des portes qui sont assez dingues. On a évidemment en Afrique du Sud Discovery Vitality, qui a été déployé en France par Generali. On a des démarches au Brésil avec Healthcentrics sur l'intelligence artificielle pour prédire les risques d'un individu. On va voir des choses autour de la Côte d'Ivoire sur du carnet de vaccination électronique. On a des applications qui se développent en Afrique, notamment autour des femmes enceintes. On a des choses sur de l'analyse de la vue et des yeux via un smartphone et à distance au Botswana. Des programmes de prévention et de détection auprès des jeunes. On a des choses qui se passent à Singapour sur le suivi de l'activité physique et des données des salariés notamment, pour combattre le stress. Donc chaque pays va avoir ses propres problématiques de santé et de e-santé et qui vont être répondues par un ensemble de services et de produits. Et puis une dernière page d'exemple, des choses au Japon autour de l'accompagnement du diabète, notamment plus généralement des maladies chroniques qui sont l'un des gros facteurs de coût dans le monde de l'assurance santé. On a des choses qui se passent au Mexique sur la fluidification des parcours administratifs.
On a des choses qui se passent évidemment en Chine, encore une fois, avec The Care Voice, mais The Care Voice maintenant se développe un peu plus largement que la Chine. Hein. Ils ont une stratégie qui est un peu plus globale. Et puis des choses en Suisse, un peu plus près de chez nous, sur des solutions pour les hôpitaux, les sociétés pharmaceutiques et les assureurs, pour traiter les données de santé de manière plus propre et plus claire. Mon objectif ici n'est pas de vous donner l'exhaustivité de ce qui se passe dans le monde. Ce que je veux vous faire apparaître ici, c'est vraiment qu'on a des démarches un peu partout dans le monde. Cette notion de e-santé, elle n'est pas propre à la France. On a vraiment une démarche globale, mais ce qu'il faut retenir surtout et qui est important, c'est que chaque pays et chaque situation locale va nécessiter une réponse adaptée localement à son propre besoin et répondre à des vraies problématiques qui peuvent se présenter dans un pays donné. Et donc la question ici, ça va être de savoir ce qui, pour la France, éventuellement de quoi on peut s'inspirer de l'étranger pour l'adapter en France, mais aussi de se dire à quels besoins en France on doit répondre dans cette grande thématique de la e-santé. Voilà pour cette un peu longue introduction. Je voulais laisser un peu plus de place maintenant pour des questions de stratégie et démarche et notamment pouvoir échanger un peu plus largement avec Julien qui est présent avec nous ce matin. On voulait vous présenter quelques prismes de lecture. Hein. On a dit qu'il y a un petit, il y a un ensemble de plein de choses et il est important avant de commencer à mettre de l'ordre et surtout parler des 5 étapes qu'on estime nécessaires pour construire une stratégie e-santé pour un assureur. On voudrait essayer de vous présenter ici les grandes thématiques qui doivent être abordées et qui doivent être traitées. Julien, je ne sais pas si tu veux prendre la parole du coup, Oui. et je te laisse. Ok. Très bien. Merci Joël. En fait, l'état des lieux et la présentation de la e-santé que tu présentes est vraiment cruciale. Et effectivement, on se rend compte à quel point c'est un outil qui permet d'aller beaucoup plus loin pour les médecins dans la pratique de leur spécialité, pour les assureurs dans l'étendue des services qu'ils doivent apporter. Et je pense qu'il y a aussi, à travers la techno de la e-santé, un changement de paradigme des marchés très significatif auquel on assiste aujourd'hui et qui dit que finalement, le fait qu'un assuré va acheter un contrat d'assurance en tant que tel va être un acte marginal par rapport au fait qu'il bénéficiera de cette couverture à travers un service ou un abonnement dans son ensemble. En matière d'assurance santé, le fait est que l'assureur, jusqu'à présent, est un assureur qui indemnise et graduellement, c'est un assureur qui va mutualiser un service d'accès. On l'a vu par exemple, et Joël en a rapidement parlé tout à l'heure, lorsque AXA lance à partir de 2015 et de 2016 ses services de e-santé, il a été assez pionnier sur le sujet. Il s'agissait pour lui de mutualiser des services. On le voit également au niveau de l'assistance. On mutualise des services à forte valeur en réalité. Mais par contre, effectivement, avec un coût moindre, sans que l'utilisateur n'ait conscience qu'il achète un service d'assurance en tant que tel. Je reprécise ça parce que quand on parle de distribution, quand on parle de B2B, de B2C, de B2B2C, ça veut dire effectivement, est-ce qu'on conçoit un produit qui va être vendu en tant que tel à un portefeuille d'assurés ou est-ce que ce service-là va faire partie de ce que l'on intègre dans la prestation. Il y a une autre dimension qui est extrêmement importante, c'est sur le sujet de la technologie. On dit il ne s'agit plus uniquement de mutualiser une capacité d'indemniser une personne qui a des besoins de dépenses de santé, mais il s'agit également de mutualiser un accès à des services au cœur desquels en fait, se positionne la technologie par des IoT, la technologie par des services et des services applicatifs, mais aussi un élément extrêmement
clé dans cet environnement de technologie qui est celui des données. Là, on voit globalement, en ce qui concerne la donnée, la culture américaine et chinoise de la donnée, disant qu'à partir du moment où l'utilisateur a confié des données, ces données ne lui appartiennent plus. Elles deviennent la propriété de l'industriel qui l'a collectée. Versus la position européenne auquel se relient pas mal de pays dans le monde, le Japon, le Canada, la Californie se rallie à cette vision-là. Cette vision qui dit finalement l'utilisateur doit rester propriétaire et maître de ses données. Dans la technologie par rapport aux données, il y a le sujet de la 5G qui est exceptionnel en termes de capacité de fluidité de la donnée, d'instantanéité de la donnée et du service. En revanche, ce que l'on ne maîtrise pas ou mal aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui sera fait des données à travers tout ça. Cette précision est importante dans la philosophie dans laquelle on se positionne. Est-ce qu'on se dit, moi, assureur, je vais te donner accès à toi, bénéficiaire, à un écosystème de produits et services en fonction de une punition de ta mauvaise attitude ou une gratification de ta bonne attitude. En clair, éthiquement se pose la problématique de qui est l'assureur pour dire qui va avoir droit à quoi. Et concrètement, est-ce que l'utilisation des données ne va pas avoir un facteur d'accroissement de la fracture des personnes qui ont un accès à la bonne santé, un équilibre de vie qualitatif, et ceux qui ne l'ont pas? On le voit en fait aux États-Unis, il y a une espérance de vie qui diminue au global parce que il y a une frange de population, ceux qui sont les travailleurs précaires, par exemple, qui n'a plus accès aux soins et qui globalement a une espérance de vie qui diminue fortement versus le reste de la population qui, elle, effectivement, a un accès qualitatif aux soins et qui a plutôt une continuité d'amélioration et de l'espérance de vie et de l'espérance de vie en bonne santé. Donc, l'usage que l'on veut faire de la donnée, c'est quoi? C'est choisir qui a droit à quelque chose ou bien donner de manière éthique un accès aux services de santé, sachant que globalement, la position de la sociale, la position sociétale est de dire on doit donner les éléments à une personne pour s'autodéterminer en disant je fais de la prévention ou je ne fais pas de la prévention, je me soigne ou je ne me soigne pas, mais ne pas de facto, par l'exploitation des données, lui fermer la porte d'accès à la santé et à la prévention. Donc, ces éléments-là sont extrêmement importants dans la façon dont on va penser en amont les services de e-santé qui seront embarqués dans la démarche d'assurance santé. On s'en rend compte, la démarche qui va être de récompense pour l'utilisateur a un effet vraisemblablement, on n'a pas suffisamment de métriques pour l'avérer, mais c'est une orientation, une tendance que l'on observe. Le fait de fonctionner avec des récompenses a un effet positif sur la qualité d'utilisation d'un service et donc pour notre préoccupation en tant qu'assureur, pour un effet bénéfique sur de l'opportunisme ou de la sursollicitation des solutions d'assurance. Pardon Julien, je me permets juste de compléter un élément là-dessus. Oui. Dans cette problématique de data, alors on connaît tous, on l'a mis en toute parenthèse ici, la notion de HDS, d'hébergement de données de santé, qui est la réglementation qui s'impose en la matière. On se positionne évidemment dans le cadre un peu plus dans l'actualité du Health Data Hub, qui pose des questions depuis 2 ans sur la volonté d'agréger des données de santé au niveau national et donc effectivement avec une problématique de quelles données seront agrégées, quelles données seront disponibles et comment on réagit en complémentarité. C'est un peu l'un des points qu'on va évoquer par la suite. Vas-y, je te laisse poursuivre.
Oui, merci Jules. C'est super important, effectivement, de préciser à quel point, effectivement, la maîtrise et l'indépendance dans le traitement des données est cruciale pour la qualité de santé dans son ensemble et la qualité du programme d'assurance et sa rentabilité dans le temps. La, le moment de vie, effectivement, dans lequel, effectivement, on va pouvoir se dire on accède ou on n'accède pas est une notion est une problématique très transversale. Dans le rôle de mutualiser, en fait, j'ouvre une porte grande ouverte, hein, mais globalement, on va adresser des personnes qui vont être à des moments différents de leur vie. Globalement, des personnes qui potentiellement sont étudiantes, sont des jeunes actifs, sont des familles, sont des actifs seniors, sont des retraités dans le premier cycle de vie du retraité, et puis de deuxième cycle de vie du retraité. Concrètement, l'incitation de l'assurance évolue dans ces cycles de vie-là. Ce qu'il est fondamental de concevoir ici, c'est finalement, est-ce qu'on doit adresser la verticale d'un profil ou est-ce qu'on doit adresser les profils de façon transversale entre eux, sachant que dans l'une et l'autre des façons d'adresser le marché, on va être confronté à est-ce que l'on va ouvrir la porte à un nombre surreprésenté de gens qui vont venir dans le dispositif par opportunisme, donc déséquilibrer le programme d'assurance ou pas. C'est vrai pour l'indemnisation traditionnelle de l'assurance santé, c'est vrai également dans la sollicitation et l'utilisation des services de e-santé. Donc cette réflexion en amont de se dire finalement est-ce que j'ai une stratégie d'adresser un marché de façon transversale, donc en ce qui concerne les profils d'assurés, ou bien sur une verticale de profils d'assurés? C'est une stratégie très complexe à établir en amont, mais globalement, il est encore plus complexe d'en sortir lorsqu'on se rend compte qu'on a besoin de pivoter par rapport à cette façon de cibler son portefeuille. Une autre dimension qui est extrêmement importante, qui est celle de, finalement, on intervient en complément, à défaut ou indépendamment des services publics d'assurance. C'est vrai pour le marché français comme pour les différentes pays dans lesquels on peut déployer les services dans leur ensemble. On avait fait une étude là-dessus, on se rend compte effectivement que les critères peuvent se reproduire d'un pays à l'autre. C'est la réglementation également. Donc, le point, c'est de dire, lorsque Joël présentait dans des premiers slides le fait que pour que la télémédecine soit légale, elle doit adresser en fait l'acte lui-même. Est-ce que c'est un acte de télémédecine qui est légal? Et le deuxième environnement de droit, c'est est-ce que cet acte de télémédecine peut être pris en charge ou non par la sécurité sociale. On parlait d'AXA tout à l'heure, qui a fait un choix qui lui est complètement légitime, qui était de dire, et qu'il semble conserver aujourd'hui, qui est de dire nous pensons proposer notre solution de télémédecine à l'ensemble de nos clients de facto, donc de mutualiser l'ensemble de nos portefeuilles par l'ensemble de nos compagnies, par l'ensemble de nos distributeurs, donc d'avoir ce phénomène de mutualisation-là, indépendamment du fait que ces actes de télémédecine qu'on va proposer seront remboursés ou pas par la sécurité sociale. Et du fait, la contrainte que propose la loi pour que la sécurité sociale, l'assurance maladie rembourse effectivement l'acte de télémédecine a conforté le choix d'AXA de ne pas fonctionner en complément de la sécurité sociale sur la télémédecine. C'est un choix particulier, c'est un choix qui est propre et dont il a la capacité économique. L'autre dimension est de se dire, bien finalement, si la sécurité sociale a imposé une démarche pour que la télémédecine soit proposée de façon territoriale et de proximité
de façon privilégiée. Quel est le sens qu'on veut y trouver? Ce qui est important de se dire ici, c'est que du centre de décision de l'assurance ne doit pas être trop éloigné de la réalité des besoins de terrain qu'il va adresser. Je vais prendre un élément supplémentaire de réflexion par rapport à ce cadre complémentaire face au service public ou pas, qui est de dire un territoire, une collectivité locale, qui peut être une commune ou un département, peut être attractif, voire très attractif pour des critères d'éducation, pour des critères de tourisme, de culture, d'économie, de recherche, de beauté de l'environnement, etc. Mais finalement, ce territoire ne sera pas fondamentalement attractif, il ne le sera plus s'il n'y a pas un accès agile à la santé pour les administrés, pour les visiteurs du territoire. On prend l'exemple de Seine-et-Marne, par exemple, en région parisienne, qui est un des départements les plus riches et les plus denses en nombre d'entreprises. C'est en revanche un des derniers départements en termes de densité médicale. Et donc, effectivement, l'attractivité d'un territoire se fait par la santé, parce que finalement, même s'il y a la meilleure télémédecine, la médecine sera la meilleure avec de la télémédecine si elle met en relation un vrai médecin qui connaît son patient en proximité. La télémédecine doit être un facteur qui augmente la capacité d'adresser de la prévention et des soins à une personne, mais ne se substitue pas à la présence en proximité de ce médecin. En réalité, effectivement, c'est un facteur d'augmentation, ce n'est pas un facteur de substitution. Et la réglementation du remboursement sur la télémédecine veut renforcer et pérenniser la présence dans les territoires des médecins en proximité. Et donc, effectivement, dans la stratégie que l'on veut avoir, c'est est-ce que l'on veut proposer un service qui va adresser le plus grand nombre de personnes indépendamment d'un accès sans tenir compte d'un accès de proximité, ou bien est-ce que l'on veut prendre la démarche sur le marché sur un autre prisme en disant finalement ce qui va nous intéresser, c'est de nous adresser à une démarche de proximité qui potentiellement peut être très rentable, très mutualisante, et qui permettra de conforter la qualité de la santé, y compris par la prévention. Et donc, lorsque l'on regarde effectivement la stratégie que l'on veut déployer en intégrant la e-santé dans notre métier d'assureur santé, ce que l'on vient de décrire au niveau de la stratégie employée en France, elle est dans les composantes très comparables dans la stratégie de distribution et de déploiement à l'international. Les besoins sont les mêmes d'un pays à l'autre. Les facteurs et la nature des réponses va être identique d'un pays à un autre. C'est simplement l'impact de la réglementation et l'impact de la présence de la concurrence qui va moduler la façon dont on va pouvoir intervenir. J'ajoute un point ici avant qu'on passe aux fameuses 5 étapes. Sur cette notion d'international, on observe certaines compagnies, alors évidemment des compagnies qui peuvent avoir une assise internationale, et effectivement ce ne sont pas toutes les compagnies, mais on observe des réflexions de tests à l'étranger avant de rapporter les démarches qui fonctionnent en France. Et j'ai notamment pu le constater pour des acteurs en Suisse qui étaient très fortement contraints par la réglementation. Ils ont peu ou prou la même réglementation qu'en France, et qui avaient une velléité d'aller tester des choses en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, notamment sur des questions de data et d'intelligence artificielle, sur de la modélisation prédictive notamment, pour ramener les résultats des modélisations en Suisse une fois que les algorithmes étaient déjà conçus.
Et donc, cette stratégie internationale, elle n'est pas non plus à négliger parce qu'il peut y avoir des zones géographiques où les contraintes sont différentes. Alors, je ne rentre pas ici dans la notion de éthique, pas éthique, morale, pas morale. Il n'empêche que ce sont des démarches qu'on observe et qui peuvent être réfléchies parce que parfois, quand une contrainte réglementaire locale s'impose, on peut parfois avoir des velléités de tester ça ailleurs avant de ramener. Si c'est bon pour toi, Julien, sur cette page, on peut passer à la Oui, suivante. et je voulais également faire le lien entre l'international et la distribution, c'est qu'on se rend compte, et la distribution est donc la conception des services, c'est qu'on se rend compte qu'il y a, en fait, en mutualisant les services et les solutions de l'e-santé avec d'autres pays, on augmente la capacité d'amplitude du service que l'on va apporter, par exemple en télémédecine. Le plateau de télémédecine, lorsqu'il va avoir des zones de pays différentes, va permettre de se rapprocher le plus proche possible du 24/7 sans avoir le plus grand portefeuille d'assurés pour autant. Ok. Alors, ce qu'on voulait surtout vous proposer ce matin, c'était une première tentative de démarche. Alors, pourquoi tentative? Tout simplement parce que le contexte va pouvoir potentiellement être différent chez tout le monde. Mais en tout cas, une démarche avec un certain nombre de bonnes pratiques pour définir une stratégie santé pour un assureur. On l'a vu, hein, le champ est large et le périmètre est très large, donc il serait probablement trop prétentieux, voire ambitieux de vouloir apporter une réponse unique à chacun. Mais en tout cas, on souhaite présenter 5 étapes qui nous semblent nécessaires pour avancer. Alors, première de ces étapes, et Julien, tu peux aussi compléter en fonction du sujet. Pour un assureur, et on se positionne bien dans les bottes de l'assureur ici, hein, ou en tout cas du financeur. Qui est concerné Oui. par les problématiques de e-santé? À qui on cherche, qui est-ce qu'on cherche à servir? À quel public, à quelle population on va chercher à répondre? Julien parlait tout à l'heure de la notion de transversalité ou de profil. Et donc, on va avoir cette problématique de périmètre, de profil, que ce soit en termes de bénéficiaires d'un service ou d'un produit ou d'une offre, en termes de distributeurs, en termes de gestionnaires ou en termes de porteurs de risques. Chaque service peut répondre à toutes ces populations ou à une seule. Il est illusoire de penser vouloir répondre à tout le monde en même temps, mais il est impératif de s'assurer qu'on répond aux problématiques de quelqu'un quand on propose une offre ou un service. Et il faut qu'on sache à qui est-ce qu'on répond et à quel moment de sa vie on va répondre. Julien, je ne sais pas si tu veux compléter. C'est très complet ce que tu dis, Joachim, aussi. Ok. Deuxième étape dans cette stratégie, la notion évidemment de quel service. Vous l'avez remarqué, on n'a pas cherché à vous donner ce matin un catalogue exhaustif des différents services qui peuvent exister dans le monde ou en France. Ça, vous verrez un ensemble de panoramas de start-up. Et pour ceux qui me connaissent, c'est aussi comme ça que j'ai commencé mes activités. Donc, c'est aussi un exercice que j'ai pu faire dans le passé. Ce catalogue de services, en fait, il est illimité. C'est un peu illusoire de vouloir passer son temps à regarder ce qui se passe. Mais il s'agit là de se forger des convictions sur les typologies de services qu'on va vouloir proposer et qui vont avoir du sens pour les publics qu'on adresse. Si on veut utiliser un vocabulaire très start-up, les start-upers utilisent ce qu'on appelle un business model canvas, qui n'est pas d'ailleurs que les start-up, c'est les entrepreneurs de manière plus générale, pour constituer, d'identifier leur cible de clientèle d'une part, et de l'autre côté, la proposition de valeur qu'on leur apporte. Et une fois qu'on a identifié une cible de population, une cible de clientèle, on va réfléchir à avoir le bon produit pour répondre à cette population. Donc ici, on peut évidemment retrouver les 8 grandes thématiques d'opportunité pour l'assurance dont on parlait un peu plus tôt, à commencer par des notions de santé connectée, d'administration, de flux financiers ou de prévention qui peuvent se présenter. Julien, tu veux compléter Oui, effectivement, dans la dynamique quand on parle de e-santé, la santé connectée est un sujet
majeur, puisque ce sont les éléments qui vont faciliter la possibilité pour un médecin de suivre en fait sa patientèle, les clients de l'assurance en présentiel, en consultation avec auscultation ou à distance. La santé connectée est un des facteurs qui va augmenter la possibilité du médecin de suivre son patient et donc pour l'assureur d'avoir le bon coup sur l'accompagnement et sur l'accès à la santé, prévention et soins pour les personnes. L'administration est un élément clé également, puisque c'est celui qui va permettre d'avoir la matérialité en fait de l'acte au sein de l'assurance, et notamment de se dire, quand on parle d'administration, on va parler de la documentation contractuelle, de la documentation médicale, du service de e-santé. Et donc finalement, l'administration, ça va être un facteur qui va permettre d'avoir la longueur dans le temps du service la plus forte. C'est-à-dire que l'administration agile va renforcer, augmenter la qualité de la relation assureur-assuré avec le professionnel de santé dans l'écosystème. Et les flux financiers, on se rend compte effectivement qu'il y a en fait 4 personnes qui sont concernées par le flux financier. Et je fais cette précision-là parce que c'est un élément clé dans la façon dont on veut penser le service de e-santé. Il y a dans le flux financier est concerné potentiellement le régime de base, potentiellement le régime complémentaire ou à défaut du régime de base, potentiellement le bénéficiaire par lui-même pour son reste à charge, et également le professionnel de santé. Et donc, effectivement, c'est bien en tenant compte de ces 4 intervenants des flux financiers, évidemment, l'organisme bancaire par lui-même, hein, qui est celui qui permet en fait la réalisation du flux financier. Et c'est bien en tenant compte de ces éléments-là qu'on peut apporter des services à valeur ajoutée importants dans l'écosystème. Autant pour l'assureur que pour le distributeur, que pour le bénéficiaire, que pour le professionnel de santé. Et le terme de prévention, on en a beaucoup parlé. Il est vraiment à contextualiser. Un assureur va avoir dans son portefeuille des personnes qui vont rentrer avec un état de santé, bonne santé, ou déjà avec une maladie redoutée ou une affection longue durée, par exemple le diabète. Et ce qui est extrêmement important, c'est lorsque l'on embarque un client dans son écosystème d'assurance, c'est également de pouvoir connaître quel est son état de santé. Non pas pour dire je te donne accès ou je ne te donne pas accès, mais c'est pour permettre de t'accompagner au quotidien avec ton médecin, à l'appui ou pas de santé connectée, mais c'est pour te permettre également, et avec l'interaction avec les professionnels de santé, d'agir en prévention. Il y a un adage en matière sur le sujet qui dit la qualité de santé, c'est l'économie de la santé. Et ça, c'est vrai quand la personne est en bonne santé ou déjà en présence d'une affection longue durée. Donc la prévention est un élément clé de la qualité de l'assurance santé. Un élément complémentaire ici, tu parlais des maladies redoutées ou plus généralement des maladies chroniques. Au niveau global, sécurité sociale plus assurance complémentaire, il y a des chiffres qui gravitent pour indiquer que les maladies chroniques représentent globalement 75% des coûts au global. Et donc, il y a sur ces maladies et sur ces pathologies en particulier de vrais enjeux qui sont peu visibles en France parce que la sécurité sociale intervient en frontal en premier lieu sur ce type de pathologie, mais certains pays à l'étranger, je pense notamment aux États-Unis, ont mis en place des choses très poussées sur ces sujets-là pour les détecter très tôt, les prévenir, les accompagner les populations. Et on est là sur des enjeux où je rebondis sur le commentaire que
que Thibaut mettait en commentaire tout à l'heure sur le fait que l'assureur est encore trop souvent un payeur aveugle, ce qui est vrai, mais il n'empêche qu'on peut demander et attendre de l'assureur qu'il reprenne une place plus active et plus visible, notamment dans ces pathologies. Et en fait, il suffit tout simplement de poser la question à son patient en donnant la confiance qu'on ne va pas chercher à lui impliquer un malus, comme l'indiquait Julien, mais que lorsqu'on lui pose la question, on veut vraiment faire ça pour son bien. Donc il y a un changement de paradigme ici, en toile de fond, en termes d'apport de service. Le service est là pour servir le client et pas uniquement pour servir l'assureur. On ne dit pas que ce n'est pas impossible, hein, mais en tout cas, il est là aussi pour servir l'assuré. Alors, quand tu dis, Thibaut, c'est un problème de légitimité, je suis pas totalement d'accord. Pour une raison toute simple, c'est que on dit souvent qu'il y a une question de données derrière. Pour être légitime, en fait, il faut bénéficier des données. Et en fait, quand vous regardez un Gmail, par exemple, Gmail n'a aucun problème à obtenir des données de ses clients parce qu'il demande le consentement au démarrage et il vient enfin pas pirater, mais il vient lire l'intégralité des mails de votre boîte mail, tout simplement parce qu'il propose un service de suffisamment bonne qualité. Ce qui fait que, en fait, l'enjeu de la légitimité vient de la qualité du service qu'on va proposer. Et ça, j'en suis intimement persuadé. Après, je suis d'accord avec toi, Thibaut. Quand un assureur cherche à proposer des trucs qui sont en dehors de son périmètre, il est évident que ça va être plus compliqué d'être légitime. Enfin, le territoire de légitimité, il est bien évidemment à prendre en considération dans une certaine mesure. Il y a deux éléments aussi en renfort de ce que tu dis, Joël, ici. C'est le fait que quand on parle de prévention, dans les démarches que l'on voit aussi augmenter de la part notamment des assureurs mutualistes ou d'IP, c'est en plus de la prévention, parler d'éducation et de sensibilisation. Mais ce que ça veut dire aussi, et dans la question, dans la remarque que tu donnais, Thibaut, c'est le fait de dire aussi l'assureur est encore un payeur aveugle. Et ça, c'est une réalité qui doit et qui est en train de changer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il embarque avec lui les services dans sa démarche d'assureur, il n'est plus un indemnisateur, donc payeur aveugle, mais il est aussi celui qui va apporter en fait un écosystème de services, et notamment de services de e-santé, et notamment de services de prévention, de sensibilisation, etc. Et là, en fait, c'est par cette dynamique-là qu'il peut sortir de la démarche de payeur aveugle, qui, globalement, n'est pas une démarche vertueuse dans l'écosystème. Julien, je peux intervenir? J'en prie. Oui, en complément, je suis aligné avec tout ce qu'on se dit, hein. Mais de ce qu'on constate, nous, dans notre expérience, c'est pas tellement… on va dire que, idéalement, effectivement, il faudrait que l'assureur puisse revenir avec des services qui conviennent, etc. Ce qu'on a rencontré, nous, comme difficulté, ce qu'on rencontre aujourd'hui comme difficulté, c'est que l'assureur, ne se sentant pas forcément légitime, a bien l'envie de pouvoir développer des services, mais à quel coût, pourquoi faire, comment… Enfin, il se pose beaucoup de questions sur le ROI. Et quand on parle de prévention, par exemple, on a vu beaucoup d'assureurs, nous, qui déclaraient faire de la prévention, mais plutôt pour avoir une bonne image, plus qu'avoir un ROI ou se présenter comme étant un acteur essentiel dans le cadre de la prévention et dans les perspectives d'économie. Parce qu'ils ont du mal aussi, les assureurs, à mesurer le ROI sur la prévention, par exemple. Et nous, c'est ce qu'on a pu rencontrer. L'idée d'avoir des services, de reprendre la main sur les parcours de soins, etc., c'est effectivement théoriquement quelque chose qu'ils aimeraient faire, mais on sent beaucoup de complexité, de difficultés, d'incompréhension par quelle bouche commence, quel service, comment. Enfin, dans toutes les conférences auxquelles on participe, on entend tous ces assureurs nous dire c'est important, quoi, la relation client, le service, etc. Mais en vrai, qu'est-ce qu'il existe en vrai? Et tout à l'heure, on a parlé de télémédecine. AXA, ils se sont battus pendant 6 ou 7 ans avant d'être un peu légitimes sur la télémédecine et tout le monde leur a tapé dessus en disant mais depuis quand l'assureur doit faire la télémédecine et maintenant que c'est un peu au goût du jour, tout le monde s'y met. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un processus qui est hyper long en termes de prise en main et d'intégration de cette légitimité. Et la légitimité, elle n'est pas forcément liée
à la compréhension que pourrait avoir l'assuré vis-à-vis de son assureur, mais plutôt l'assureur lui-même dans sa position telle qu'elle existe aujourd'hui. Exactement. Et moi, je rejoins complètement ce que tu dis là-dessus. C'est une question de démarche culturelle également et de regard culturel. Et tant que l'assureur est uniquement un payeur aveugle, un indemnisateur, il n'est pas dans une démarche culturelle où il va être légitime pour apporter les services de e-santé. Ce qu'il doit mettre à disposition, c'est l'accès aux services, à la santé par les services et avec l'agilité que va lui donner la e-santé. Ce n'est pas d'exercer le métier de médecin pour le compte des médecins ou ce n'est pas de dire qui a droit à quoi. Ce n'est pas le rôle de l'assureur. Et dans la légitimité, c'est de faire attention à comment est-ce que l'assureur va agir ou pas en termes de choix de qui a accès ou pas. Ouais, c'est un problème de confiance. Là, c'est un problème de confiance, de défiance de l'assuré et donc d'image vis-à-vis de son assureur. Et pour terminer, après je vous laisse, mais pour terminer, pour l'instant, nous, ce qu'on constate, c'est beaucoup de déclarations d'intention. Et je vais prendre un exemple très concret. AXA, qui dans ses gènes nous annonce client-centrique dans tous les sens. Et puis le jour où il y a un problème, comme ce qu'on a vécu pendant la pandémie vis-à-vis des restaurateurs, par exemple, finalement, c'est le financier qui reprend la main et qui dit non, en fait, on ne va pas vous aider, quoi. Et du coup, cette mise en défiance de cette confiance et donc de la légitimité, elle est remise en question par l'image que peut avoir l'assureur et l'écart qu'il y a entre sa déclaration d'intention et la vérité opérationnelle. Absolument. Tu touches du doigt un vrai point, effectivement, Thibaut. Je vous propose d'avancer. Enfin, je suis d'accord, je suis complètement en phase. Je vois qu'il est quasiment 10 heures, donc je voudrais quand même qu'on ait le temps d'aborder les 3 derniers points. Dans ce que tu abordais, Thibaut, à l'instant, il y avait la notion du modèle économique, en fait, qui est le 3e grand point de cette démarche. Le qui paye quoi, la notion d'inclusion ou pas, la notion forfaitaire ou à la demande, et puis la notion que tu abordais qui est totalement exacte, qui est cette notion de recherche de ROI. Et surtout, est-ce qu'il doit y avoir un ROI pour tous ces services-là? Et le ROI n'est pas toujours financier. Le ROI peut être en termes d'image de marque ou en termes de distribution ou d'acquisition, par exemple. Quatrième point, quelle démarche de relation client au marketing avec un besoin de différenciation, de lisibilité, d'adoption et d'usage. Et puis une réflexion autour de la conquête, la fidélisation ou la rétention. Les différentes démarches et services de e-santé doivent ou peuvent, je pense qu'ils doivent, mais peut-être en étant plus prudent, on peut dire qu'ils peuvent répondre à un besoin, soit de conquête, soit de fidélisation d'un client existant, soit de rétention au moment où il cherche à partir. Et effectivement, peut-être que ça rentre aussi dans cette réflexion de légitimité qu'on évoquait à l'instant. Et dernier point de cette démarche, et puis comme ça, on aura présenté tous les éléments et puis on peut répondre aux questions par la suite. Évidemment, une question de structure IT, donc informatique, pour répondre à tout ça et supporter tout ça. La notion d'évolutivité, la notion de plateformisation, on parle beaucoup d'open insurance en ce moment avec les API notamment. Évidemment, la question de l'exploitation des data, avec quelle sécurisation, quelle protection, quelle anonymisation, dans un respect RGPD, évidemment. Et puis la notion qu'on perçoit arriver, cette notion du web 3.0, sans parler nécessairement du métavers, mais on peut s'interroger sur ce que ce métavers et ces nouveaux espaces pourront avoir comme impact et comment on cherche à se positionner sur ces sujets-là. Voilà pour les différentes briques qu'on voulait vous présenter ce matin. On a encore un peu de temps pour ceux qui auraient des questions, si vous souhaitez revenir sur tel ou tel sujet. Pardon d'avoir un tout petit peu accéléré sur la fin, mais je voulais être sûr qu'avant que certains d'entre vous nous quittent, on ait pu présenter tout ça. La vidéo sera accessible très bientôt en ligne avec le support, comme ça vous pourrez relire tranquillement les éléments du support. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Il va sans dire qu'on est à votre disposition pour réfléchir avec vous sur votre stratégie ou vous accompagner sur vos démarches avec grand plaisir. Ou en tout cas pour poursuivre le débat ici ou ailleurs, c'est toujours un plaisir. Et c'est déjà le cas avec certains d'entre vous qu'on croise régulièrement. Voilà, donc
je n'ai pas vu d'autres questions. Je crois que... tac. Oui, il y avait une question d'Erwan. Il y a une problématique d'embarquer les adhérents dans la démarche d'ouverture au service, car c'est souvent peu utilisé malgré la pertinence. Il est effectivement un sujet sur le fait d'embarquer les adhérents. En fait, je pense que c'est une véritable... Ça rejoint la question de la légitimité, hein, dont on parlait tout à l'heure, qui suppose de proposer le bon service pour le bon moment, pour la bonne personne. Et il est peut-être illusoire de vouloir embarquer tout le monde d'un coup, mais la stratégie e-santé doit peut-être aussi passer par une phase plus progressive et d'embarquer des personnes les unes après les autres, des profils les uns après les autres. Mais à partir du moment où on a le bon service pour le bon profil, ça permet d'avoir une réponse adaptée. C'est peut-être cette progressivité qui est l'une des solutions à la question de la e-santé. Et certainement également, dans cette méthode que tu présentes, Joël, effectivement, pour l'intégration des services de santé, c'est l'appui aussi de la technologie et des nouvelles opportunités ouvertes par le Web 3.0 qui vont effectivement faciliter l'usage, qui vont fiabiliser les usages et qui vont aussi redonner la confiance dans l'exploitation des données et que ces données vont permettre effectivement de fabriquer les bons services à la bonne personne et au bon prix et au bon moment, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Merci Julien. Je crois que je n'ai pas vu d'autres questions. Je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Merci à tous. Merci beaucoup Julien pour ta présence ce matin. Merci à toi Joël de ton invitation. Et puis avec plaisir pour poursuivre le débat ici ou ailleurs. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Bye bye. À très bientôt.